La riposte, c'est vous. Donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr. Nous allons recevoir un avocat, je crois que c'est la première fois que nous le recevons et pourtant il est bien connu de nos services. Il s'appelle Martin Méchin, avocat, membre du collectif Colère Noire, entre autres choses. Et il est défenseur de l'un des jeunes hommes qui a porté des coups mortels à Quentin Desranques. Et avec Martin, nous allons faire le point sur l'instruction et sur les dernières révélations concernant la mort de Quentin Desranques et le fait que les policiers des renseignements territoriaux ont assisté à la scène sans réagir. Bonjour, comment ça va ? Mais ça va très bien, toi? Eh ben, ça va très très bien. Tu es avocat. Je Oui. disais tout à l'heure que c'est la première fois que tu viens au poste, je crois. Non ? Eh bien oui, tout à fait. Et j'en suis ravi. Bon, eh ben, écoute, nous aussi. Mais comme je disais, c'est la première fois que tu viens, mais tu es bien connu de nos services. Je voulais parler avec toi puisque tu es, comment dire ça, l'avocat d'une des personnes aujourd'hui incarcérées pour avoir, soupçonné d'avoir porté des coups mortels à Quentin Desranques en février dernier à Lyon. Tout à fait, c'est ça. Voilà. Le plus jeune des mis en examen, je crois, qui s'appelle Paul. Son prénom, c'est Oui, Paul. tous les mis en examen sont jeunes de toute façon. On a affaire à des jeunes hommes. Très bien. L'idée avec toi, c'est d'abord de savoir où en est l'instruction et ensuite de parler des révélations qu'il y a eu là ces derniers jours et notamment sur les services de police. Mais d'abord, l'instruction, par rapport à ce qui a été dit, raconté, où est-ce qu'on en est ? Et tu as tout le temps. Alors, d'abord, je précise que évidemment, je suis lié par le secret de l'instruction, donc je ne pourrais pas te détailler aux auditeurs ce qui se passe actuellement dans le dossier, mais je peux quand même dire un certain nombre de choses. Parce que, en réalité, de nombreux éléments sont déjà apparus dans la presse. On a actuellement 9 personnes qui sont mises en examen, 9 personnes qui sont incarcérées et on est encore en début d'instruction en réalité. Donc évidemment, il va se passer encore beaucoup de choses. On est encore en début d'instruction, mais en réalité, on a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites et qui ont été dites, notamment par le procureur de la République dans sa conférence de presse, qui a précédé les mises en examen. Et ce qui s'est révélé en réalité, c'est que dès le début, on a eu une vision très simpliste des choses qui nous a été donnée par le procureur de la République. Et pour l'instant, on en est encore un peu là, au début de cette instruction. C'est-à-dire la présentation simpliste, c'est la présentation dans laquelle la victime des faits est nécessairement irréprochable et dans laquelle les suspects ou les auteurs présumés, ou en tout cas les mises en examen de ce dossier, sont forcément des extrémistes assoiffés de sang. La situation est évidemment plus complexe que ça. Et l'un des buts de l'instruction, ça sera de dénouer un petit peu cette question, parce que ce qui compte, ça n'est pas seulement le fait en lui-même, mais c'est évidemment le contexte qui a amené ce fait-là. Et donc, au début de cette instruction, nous, en tout cas, du côté de la défense, on essaye de se concentrer aussi là-dessus, c'est-à-dire de pouvoir éclairer le contexte qui a amené ces faits, parce que il faut évidemment comprendre. Parce que ce qui est une réalité dans ce dossier, ce qui, à mon sens, sera retenu à la fin, c'est qu'évidemment, ces jeunes qui sont mis en examen n'ont jamais eu l'intention de tuer qui que ce soit. Et pour l'instant, ils sont bien mis en examen pour meurtre, c'est-à-dire homicide volontaire, ce qui, à mon sens, ne correspond pas, enfin, au sens de la défense en tout cas, et au sens des déclarations d'ailleurs de chacun, mais ça, c'est pas une révélation de le dire, ne correspond évidemment pas à la réalité du dossier. Donc l'objectif sera double au début de cette instruction, c'est pouvoir éclairer le contexte et pouvoir éclairer l'intention qui pouvait exister chez les différentes personnes mises en examen.
Voilà, alors j'essaie de régler les petits points techniques parce que ça crépite un petit peu, mais on me dit que c'est tout à fait audible. Alors tant mieux. On est bien d'accord au départ. Ça avait été ouvert sur le motif de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. C'était ça ce qui était au Tout à départ. fait. Initialement même, quand un des rangs n'est pas mort, donc la qualification, on n'est pas sur une tentative de meurtre, on est sur des coups, des violences volontaires. Ensuite, quand un des rangs décède, et donc ça change la qualification, et effectivement, on passe à ce moment-là à la qualification de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et puis, en cours d'enquête, le procureur de la République, parce qu'à ce moment-là, c'est encore lui qui est saisi, ce n'est pas déjà le juge d'instruction, décide de qualifier les faits d'homicide volontaire, donc de meurtre en réalité, ce qui évidemment change tout en termes d'intention, ce qui change également énormément en termes de répression, et puis ce qui change en termes de discours qui peut être porté par l'accusation ou par les différentes, on va dire, les différentes expressions politiques qui se sont fait entendre depuis la mort de Quentin Desranges. Alors, la semaine dernière ou ce week-end, je ne sais plus, BFM a sorti des documents. Comme tu es soumis au secret de l'instruction, tu ne me diras pas d'où ils viennent, mais moi je pense qu'ils sont dans le dossier, qu'apporte, qui montre que les renseignements territoriaux avaient suivi les fachos et les antifas pendant de longues minutes avant les coups mortels, qu'il y a une série de photos qui est prise et que ces policiers ne sont pas intervenus. Alors, a priori, leur rôle n'est pas d'intervenir, mais de surveiller et de rendre compte et éventuellement de faire intervenir. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors effectivement, on a des révélations qui sont relativement intéressantes par BFM qui indiquent que les services, alors qui semblent être les services de renseignement territoriaux, en tout cas c'est BFM qui le dit, étaient déjà en surveillance autour des groupes. Alors on comprend des révélations de BFM que la surveillance serait initialement sur le groupe d'ultra-gauche, comme ils l'appellent. Oui. On se pose la question en réalité de savoir si le groupe d'ultra-droite n'était pas surveillé non plus. Et c'est plus que de longues minutes. C'est-à-dire que, d'après ce que dit BFM, alors j'ai plus l'article en tête, mais on est sur au moins 1 heure ou 1 heure et demie de surveillance et des dizaines de photos qui sont prises. Ça pose plusieurs questions. La première question, c'est de savoir pourquoi ils étaient en surveillance. Ça, c'est intéressant. Alors, c'est du renseignement, mais c'est pas parce que c'est du renseignement qu'on n'a pas le droit d'être nous-mêmes renseignés. Et donc, ce serait intéressant de savoir pourquoi ils étaient en surveillance. Est-ce qu'ils pensaient que ça pouvait dégénérer? Et si oui, pourquoi pensaient-ils que ça pouvait dégénérer? C'est-à-dire que on est dans le contexte d'une conférence donnée par Rima Absal, donc on va dire plutôt dans un milieu de gauche. Donc la présence en soi de personnes d'ultra-gauche, comme le disent les enquêteurs, n'est pas forcément étonnante et n'est pas forcément inquiétante dans le contexte d'une conférence. S'ils sont en surveillance, est-ce que ça ne veut pas dire qu'ils savent déjà qu'il pourrait éventuellement y avoir des problèmes, et les problèmes, dans une conférence, on va dire, de gauche, pour faire un peu large, ne vont pas être amenés par des gens d'ultra-gauche. S'il y a des problèmes, c'est qu'ils s'attendent éventuellement à ce qu'il y ait des gens du camp adverse qui puissent venir. D'où ma question, qui est de savoir si le groupe d'ultra-droite, qui est clairement identifié à un moment donné, n'était pas également surveillé. Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est qu'ils expliquent, et c'est toujours BFM qui nous le dit, ils expliquent qu'ils voient des gens se préparer, se mettre en groupe, et puis une rixe éclater. Et à ce moment-là, ils n'interviennent pas du tout. Alors, ça pose évidemment plusieurs questions. Bien sûr que des services de renseignement qui sont en surveillance n'ont pas vocation à intervenir. Ça, c'est une chose. Néanmoins, quand on voit que la situation dégénère, ou risque de dégénérer, il y a une question qui va au-delà du renseignement. C'est une question d'ordre public, bien sûr, mais c'est également une question de non-assistance à personne en danger. C'est un délit pénal, en réalité, qui peut être évidemment commis par des forces de l'ordre. Et là, ce qui se révèle dans cette surveillance, c'est que les services de police ont vu la rixe commencer. Alors, ils prétendent
selon BFM, qu'il n'aurait pas vu Quentin Desranques se faire frapper au sol parce que pendant 2 minutes, comme par hasard, on n'aurait plus de photos. Alors ça, c'est vraiment... c'est des choses qu'on a l'habitude de voir d'ailleurs dans des dossiers de banditisme classiques, où comme par hasard, il manque Alors, le moment où il se passe des faits. Alors, Martin, je vais citer BFM. Ces agents des renseignements territoriaux n'assistent pas au tabassage mortel. Ils perdent de vue, en effet, ces affrontements pendant plus de 2 minutes. Les 2 minutes fatales, entre 17h57 et 17h59, c'est-à-dire exactement au moment où le militant se fait tabasser. Alors, BFM... Ils voient en revanche, ils prennent en photo en revanche Quentin Desranques au sol en train de se relever, c'est-à-dire juste après les faits. C'est-à-dire qu'ils arrivent miraculeusement juste après les faits. C'est ballot quand même, nous dit Erastode, dans le chat. Pourquoi poursuit BFM ? Est-ce parce que ces agents discrets circulent à bord d'un véhicule et que la rue Victor-Lagrange est à sens unique ? C'est une possibilité. Il faut 2 minutes en voiture pour faire le tour du pâté de maison. Et selon leurs images, les policiers assistent à une fuite de militants d'ultra-droite de l'autre côté de la rue. Bon, ça c'est les explications douteuses des services de police. Oui, alors c'est, j'imagine, ce qu'ont dit les services de police à BFM, parce qu'évidemment, ils ont des sources et voilà, c'est le narratif qu'on leur a donné. Mais depuis le début, nous avons, nous, du côté de la défense, tendance à nous méfier des narratifs tant du parquet que des services de police. Donc la question est double, c'est-à-dire que non seulement ils n'interviennent pas, alors qu'en réalité, on sait très bien sur ce genre de groupe, c'est-à-dire groupe Antifa, groupe d'ultra-droite, on sait très bien que si un flic sort pour brandit sa carte et dit halt police, tout le monde va s'élier comme une volée de moineaux. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas continuer à se battre, ils ne vont pas vouloir se faire interpeller, ils ne vont pas vouloir se faire identifier. Et évidemment, ils vont s'égayer comme une volée de moineaux. Donc en réalité, quand on nous dit oui, ils ne sont pas équipés pour intervenir, ils ne sont pas armés, etc., à mon avis, c'est un argument qui ne tient pas du tout. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à supposer même qu'ils n'interviennent pas, quand ils voient soi-disant les groupes se préparer à se battre, puis la rixe commencer, pourquoi n'appellent-ils pas les services de police classiques en disant attention, ça va dégénérer, là nous on ne peut rien faire parce qu'on est les services de renseignement, on n'est pas armés, on n'est pas équipés, mais dans ce cas-là, ok, prévenez en fait vos collègues qui eux pourront intervenir. Et d'ailleurs, c'était dit dans le 2e article de BFM, on a des dizaines de policiers, soit de la BAC, soit des CRS, il me semble, qui sont à proximité de la conférence pour sécuriser justement la conférence et les alentours, et ces services-là ne sont pas prévenus, c'est-à-dire qu'ils n'interviennent pas, alors qu'en réalité, ils auraient pu être prévenus, ils auraient pu intervenir, évidemment. Et donc, la question se pose, et l'analyse qu'on peut en faire, alors, c'est pas qu'ils voulaient que ça dégénère, enfin, en tout cas, moi, je ne pense pas que les services de police voulaient que ça dégénère et on laissait faire en se disant, tant mieux, c'est génial, ça dégénère, c'est pas ça. C'est que ce à quoi ils assistent à ce moment-là, tout simplement, ça n'est pas un meurtre, ça n'est pas une tentative de meurtre, c'est une bagarre, tout ce qu'il y a de plus classique et qui, selon eux, ne mérite pas une intervention particulière. Et ça, c'est important parce que quand on dit que le groupe d'ultra-gauche était là finalement pour mettre à mort Quentin Desranques, permettez-moi de dire que je ne sais pas si les services de police font toujours très correctement leur travail, mais s'ils avaient assisté à ce genre de choses, c'est-à-dire un groupe qui veut mettre à mort quelqu'un, on peut espérer qu'ils seraient intervenus. Et donc, s'ils n'interviennent pas, c'est qu'en réalité, la bagarre, la rixe à laquelle ils assistent est une rixe malheureusement très classique et qui se termine mal, malheureusement, bien sûr, mais ça reste une rixe très classique. C'est pour ça, je pense, qu'ils n'interviennent pas. Les copains de Contre-Attaque parlent de scandale d'État. La police surveillait les néofascistes et les antifascistes à Lyon. Des agents ont assisté en temps réel à la bagarre et ont pris des photos sans intervenir. Ils ont vu que les fascistes lançaient l'affrontement, parce que ça, on a oublié de le dire, mais la chronologie des faits montre que les antifas se défendent dans un premier temps. C'est pas eux qui portent l'attaque. Ils ont laissé Quentin Desranques repartir sans lui porter secours. L'État et les médias ont organisé une campagne médiatique sur un lynchage, entre guillemets, de jeunes catholiques inventés de toutes pièces pour détruire LFI. Bon, ça, c'est donc Contre-Attaque qui dit ça. Et là,
C'est une analyse politique, donc moi je n'irai pas aussi loin que ça, évidemment. Pour l'instant, moi je suis avocat de l'un des mises en examen. Je ne vais pas aussi loin sur LFI, etc. Mais ce qui est certain, c'est que ça correspond de toute à la présentation qui a été faite par le procureur. Et ce que l'on peut soupçonner en réalité, c'est que au moment où le procureur de la République fait sa conférence de presse, il a déjà connaissance de ces éléments, parce que ce que révèle BFM, ce n'est pas des éléments dont la police n'avait pas connaissance ou dont le parquet n'avait pas connaissance, puisque ce sont des éléments issus des PV de police. Donc, si ces éléments révélés par BFM sont issus de PV de police, eh bien, c'est forcément que le procureur de la République en avait connaissance. Et donc, quand il fait sa conférence de presse assez rapidement, mais en fait, il a déjà ces éléments-là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une volonté qui est assez claire de la part du parquet de présenter quelque chose qui, effectivement, est une présentation, ce que je vous disais tout à l'heure, une présentation simpliste et, me semble-t-il, erronée de la situation. Alors, quand tu dis erroné, alors évidemment, je me gauze quand tu dis de ne pas faire de politique, mais c'est normal. Hein, tu es là en tant que. Non, Ouais. j'essaye. Non, mais pourquoi? Parce que, en fait, a priori, le procureur a ces informations, tu viens de le dire. S'il les a, les policiers les ont aussi. Donc, le ministère de l'Intérieur et de la Justice, puisque le procureur est sous les ordres directs. Et pourquoi je te parle de tout ça? Parce que, au bout du compte, on arrive à la minute de silence à l'Assemblée. Donc, ça veut dire qu'à aucun moment, quelqu'un a pensé que ce serait utile de dire attendez, il y avait des policiers qui étaient sur place, l'histoire que nous sommes qui est en train d'être racontée n'est pas tout à fait complète, on va rester très poli, et donc là, est-ce qu'il n'y a pas quand même des responsabilités ici ou là à aller chercher? Si, c'est une certitude. Alors, il y a des responsabilités sur la réponse politique qui a été donnée, mais je vais même, alors encore une fois, tu vas me dire vraiment, il nous saoule cet avocat à vouloir rester avocat, mais je vais même rester sur un terrain strictement judiciaire, c'est-à-dire que moi, si j'étais l'avocat de la famille de Quentin Desranques, je serais évidemment outré et particulièrement scandalisé par ces révélations, parce qu'à la fin, celui qui est mort, c'est Quentin Desranques. Absolument. Nous, on a des clients qui sont incarcérés qui doivent répondre de fait, mais celui qui est mort, c'est Quentin Desranques. Je serais évidemment scandalisé et je déposerai très rapidement une plainte pour non-assistance à personne en danger. Enfin, ça me paraît évident. C'est-à-dire que vis-à-vis des services de police qui étaient présents, bien évidemment que la famille de Quentin Desranques devrait se saisir de ça. Mais ça, c'est pas ma critique, parce que moi, je ne suis pas leur avocat. Sur le plan très politique que Attention, il y a attention à la mousse dans le chat, hein, c'est son pseudo qui dit on aime les avocats qui avocatent. Donc tout va bien, tout va bien. On essaye de faire notre taf. Non, après, d'un point de vue plus politique, l'ordre d'information, c'est pas le procureur sait, donc les policiers savent. C'est les policiers savent sur le terrain. Bien sûr. Le procureur sait, donc on n'imagine pas que sur un dossier aussi médiatique et avec une telle ampleur médiatique, en plus quelques semaines avant les municipales, on n'imagine pas un instant que le procureur n'avise pas sa hiérarchie, donc le parquet général, et que le parquet général n'avise pas sa hiérarchie, c'est-à-dire le ministère de la Justice, et que le ministre de la Justice n'informe pas son collègue ministre de l'Intérieur, à supposer que le ministre de l'Intérieur n'ait pas déjà été informé, lui, par ses policiers qui étaient les premiers à être au courant. Donc en réalité, effectivement, il y a une chaîne d'information qui... on va dire que dans un dossier qui n'aurait aucune résonance médiatique, on pourrait croire que la hiérarchie n'est pas informée. Dans un dossier comme celui-là, avec une telle ampleur médiatique et politique, évidemment que la hiérarchie était informée. C'est impossible qu'il ne l'ait pas été, ou alors c'est vraiment un dysfonctionnement total. Alors, ça ne serait pas le premier, mais ça serait vraiment un dysfonctionnement total des services de l'État, mais je n'y crois pas une seconde, parce que si le ministère de l'Intérieur croit utile de mettre des groupes de surveillance sur des groupes d'ultra-gauche qui ne sont pas là pour se bagarrer, on peut imaginer qu'une fois qu'il y a eu une bagarre et une fois qu'il y a eu un mort, eh bien, le ministre de l'Intérieur et son collègue, le ministre de la Justice, peuvent se saisir quand même de cette problématique avant de décider de faire une minute de silence à l'Assemblée nationale, effectivement. Alors, on pourrait, oui, on appelle ça les dossiers signalés. Question sensible, difficile, pas fastoche à poser, mais je crois qu'il faut la poser. On a compris, grâce aux enquêtes, notamment de Mediapart et d'autres, et de l'Humanité, on a compris que Quentin Desranques n'était pas le petit ange dont on nous avait fait le portrait, ange catholique, on va dire. Mais où est-ce que
on tombe dans le salissement de la victime, hein, qui est quelque chose qu'on connaît, dont un certain nombre de camarades peuvent être victimes, où on va salir la victime pour, notamment par exemple dans des faits de violence policière, on va dire ça comme ça, de l'information. Je veux dire par là, jusqu'où on doit raconter qui était Quentin Desranques, et pour essayer d'éclairer ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un risque de finalement tomber dans ce travers de salir la victime? Alors attention, parce que pour nous, de notre point de vue politique, on a l'impression que ça salit la victime. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, Quentin Desranques, il appartenait à un ou des groupes, parce qu'en fait, il y a plusieurs groupes, pour qui c'est un honneur d'avoir ces idées-là, et pour qui c'est un honneur de les exprimer. Donc nous, on a l'impression que ça salit Quentin Desranques, parce qu'effectivement, c'est des choses qui nous font horreur à nous, mais en réalité, du côté de Quentin Desranques et de ses amis, ce ne sont pas des salissures, c'est simplement ce qu'ils font tous les jours sur les réseaux sociaux, c'est simplement ce qu'ils font tous les jours dans la rue, et je crois qu'ils en sont fiers en réalité. Et d'ailleurs, à cet égard, je renvoie à un groupe lyonnais bien connu qui est Audace Lyon, alors qui communique de manière tout à fait publique, hein, puisque leur compte Instagram est public, est ouvert à tout le monde, et ils ont fait plusieurs communiqués suite à la mort de Quentin Desranques, qui ne laissent aucun doute sur le fait que, en réalité, ils sont fiers de ce que pouvait faire Quentin Desranques, ils sont fiers des groupes auxquels pouvait appartenir Quentin Desranques. Ça n'est pas une salissure pour eux, c'est une fierté. Donc voilà, ce sont des faits. Nous estimons qu'effectivement, ça n'est pas glorieux. Eux, ils sont fiers d'eux. Bah, très bien, disons-le, disons de quoi ils sont fiers. Florent Calvé, dans le chat, te demande s'il y a un narratif policier. Y a-t-il un narratif de la justice et sont-ils différents? Alors, pour l'instant, comme le narratif de la justice a été le narratif du procureur de la République, il était quasiment identique au narratif policier. C'est-à-dire que, voilà. Mais en fait, le narratif policier, il n'y a pas vraiment de narratif strictement policier, parce que le narratif policier, il se déduit de l'ensemble des PV d'une procédure. Et donc, évidemment, les PV sont très nombreux. Et c'est chacun aussi qui doit, sur la base de PV qui sont censés être objectifs, faire une conviction et avoir une idée sur ce qui s'est passé. Maintenant, le narratif policier, il peut apparaître dans des PV de synthèse, dans ce genre de PV, mais en réalité, nous, quand on étudie un dossier, quand on s'attache à travailler sur un dossier, on va prendre PV par PV. Et PV par PV, on ne peut pas dire qu'il y a un narratif policier, parce que chaque PV, il est rédigé un jour à une heure en particulier, et il ne s'inscrit pas forcément dans quelque chose de plus global. Et donc, c'est une fois que l'on a l'ensemble des PV qu'on va pouvoir faire un narratif. Et le narratif de la justice, pour l'instant, ça a été le narratif du procureur de la République, parce que c'est lui qui a communiqué. Et nous, notre travail d'avocat, c'était justement de réussir à faire changer ce narratif judiciaire. Alors, ça passe par plusieurs choses. Alors, ça passe par de la communication. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup communiqué parce qu'on est encore en début d'instruction, donc c'est pas facile. Mais ça passe aussi par des demandes d'actes que l'on peut faire auprès de la juge d'instruction pour demander un certain nombre de choses qui permettent d'éclairer justement le contexte. Ça va passer par les déclarations des différents mis en examen lorsqu'ils seront interrogés par la juge d'instruction. Donc, le narratif judiciaire, il va forcément évoluer. Et il ne sera évidemment pas le même, ou alors c'est vraiment qu'on a totalement échoué en tant qu'avocat, mais le narratif judiciaire sera forcément différent à la fin de l'instruction par rapport à ce qu'il a été avant même le début de l'instruction. Et c'est justement tout l'objet de l'instruction, alors qu'il va être long, hein, ça va durer plusieurs mois. Il ne faut pas penser que le dossier il est bouclé dans un mois. Ça ne sera évidemment pas le cas, ça va durer très longtemps. Donc le narratif judiciaire, on est là pour le faire bouger, pour le faire évoluer, et pour qu'à la fin, on soit le plus proche possible de notre réalité et de la réalité telle qu'elle est décrite par nos clients. Je vois que François Picmal est dans les loges, c'est le candidat LFI à Toulouse, donc on va devoir écourter, maître, je suis désolé. Quand même une question qui revient pas mal dans le chat, notamment Yanninou. Pourquoi les comparses de Desranques ne sont pas mis en examen dès le départ? Alors, dès le départ, parce que justement, il y a ce narratif judiciaire qui, dans un premier temps, ne vise que les groupes, le groupe d'ultra-gauche, comme ils l'appellent, le groupe Antifa.
Maintenant, c'est quelque chose que nous avons demandé. Qu'évidemment, alors nous avons demandé à la juge d'instruction que, évidemment, les investigations nécessaires soient faites sur le groupe d'ultra-droite, qu'éventuellement des mises en examen soient réalisées, soient effectuées, des placements en garde à vue faits. Donc, ce sont des choses qui vont peut-être se passer, mais évidemment, ce n'est pas nous qui avons la main là-dessus. Mais en tout cas, ce sont des choses qu'évidemment nous avons demandées et nous espérons que cela va arriver. Il faut savoir que l'instruction n'est pas ouverte uniquement sur la mort de Quentin Desranques. L'instruction est ouverte par le procureur de la République sur les violences qui ont été commises ce jour-là par des personnes non identifiées sur des personnes non identifiées. Donc, en réalité, le juge d'instruction enquête également sur les faits qui ont été commis, ça c'est à peu près établi de toute façon quand on voit les vidéos, sur les faits qui ont été commis par les membres du groupe d'ultra-droite. Donc, ce sont des choses qui vont arriver, nous l'espérons. Martin, merci beaucoup. C'était un plaisir de converser avec toi, malgré la gravité des faits. Je voudrais signaler que tu fais partie du collectif Colère Noire. Alors, avant, c'était la BRB, c'était la brigade des robes. C'était quoi déjà? Brigade, oui. Voilà, Black Rob, Black Rob Brigade. Et vous êtes devenu Colère Noire. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots de quoi ce collectif dont tu es membre et le nom, sur quoi vous vous engagez? Ce sont 2 collectifs un petit peu différents, on va dire, qui se succèdent dans le temps, mais qui ne sont pas exactement similaires. Le collectif Colère Noire, il a été en réalité constitué très récemment pour répondre aux attaques de Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, sur l'ensemble du système judiciaire. Et donc, nous avons déjà fait un certain nombre d'actions. Alors, ce sont des actions un petit peu symboliques pour l'instant, mais qui ont pour objet en réalité de fédérer un petit peu les professions judiciaires. Donc, on a fait une action quand Gérald Darmanin est venu quand le bâtonnier a présenté ses vœux plutôt à Gérald Darmanin. Donc là, on a fait une action pour dire à quel point le barreau pouvait s'opposer à la politique de Gérald Darmanin. Et puis là, le combat qui est mené actuellement, et nous avons déjà fait un premier rassemblement sur la place Vendôme avec d'autres organisations d'avocats ou de magistrats, et même la LDH d'ailleurs, pour lutter contre le projet de loi SUR, dont la première partie vient à l'examen la mi-avril et qui a pour objet tout simplement de détruire la justice criminelle, notamment en instaurant une procédure tout à fait scandaleuse, une procédure on va dire, de plaider coupable criminel, qui, pour plein de raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, parce que tu as ton invité suivant qui est présent, mais est tout à fait scandaleux. Ce n'est pas du tout scandaleux pour les avocats, c'est scandaleux pour le justiciable et pour la manière dont la justice risque d'être rendue dans les années à venir. Les portes, non pas du pénitencier, mais d'Oposte te sont grandes ouvertes. Tu viens quand tu veux pour parler de ça et du reste. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.